Bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Bonjour Bertrand. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire, donc dédié à la cybersécurité. N'hésitez pas à nous mettre un petit message juste dans le chat pour nous dire si ça fonctionne bien, si vous nous entendez bien. Vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a du monde, ça fait plaisir. Ouais, il y a du monde, ouais. Donc la cybersécurité, visiblement, c'est un sujet. Toi, tu t'inquiétais, mais dans la cybersécurité, ça passionne toujours bien les gens. Donc, parfait. Donc, je vois que vous êtes nombreux à nous mettre des messages. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez nous poser des questions dans le cours du webinaire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je te laisse te présenter peut-être, Jérémy, rapidement, parce qu'après, tu vas revenir sur ta présentation, mais voilà. Je te laisse. Oui, avec grand plaisir. Donc, Jérémy Nedjar, fondateur de l'Exploit Cyber Expert. Nous, notre spécialité, ça va être tout ce qui est cybersécurité offensive et tout ce qui est justement lié aux attaques, aux techniques d'attaque. On le fait avec la même méthodologie, les mêmes outils que des cybercriminels le feraient, mais avec une bonne intention, l'intention de justement de protéger, de corriger, de patcher des vulnérabilités qui pourraient éventuellement être un danger pour l'entreprise ou les personnes. Et donc, moi, je suis Bertrand Dumini, je suis directeur marketing de Provexio. Provexio, en deux mots, on ne va pas passer trop longtemps là-dessus, est une entreprise, donc est une ESN avec différentes activités, notamment une activité dans le domaine de la cyber. Nous sommes implantés dans le Grand Ouest et au niveau national. Nous sommes une quarantaine de personnes, 650 clients. On existe depuis une vingtaine d'années. Et donc, on a fait un travail important depuis maintenant quelques années pour développer notre activité cyber. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous animons ce webinaire avec Jérémy. Donc, Jérémy, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, Super. c'est parti. Donc c'est déjà nous expliquer c'est quoi l'objet du webinaire, qu'est-ce que tu vas montrer, et puis entrer un peu plus de détails sur ton métier, sur ce que tu fais. Absolument. En fait, on va aujourd'hui parler des attaques hybrides. En fait, les attaques hybrides, ce sont des attaques qui mélangent des accès physiques pour pouvoir exploiter des vulnérabilités derrière numériques. On va vous montrer un petit peu, ça va se passer en plusieurs temps. Je vais vous dérouler quelques slides histoire de vous présenter qui on est, la différence entre les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, les white hats et les black hats, les risques associés à la cybersécurité, qu'est-ce que c'est la red team et les intrusions aussi, où on va faire vraiment des intrusions physiques. On va parler aussi des gadgets qu'on utilise pour rentrer, les techniques qu'on utilise, que je vais tenter de vous expliquer pour pouvoir s'introduire justement dans des bâtiments, pour obtenir des informations sensibles. Et derrière, je vous ferai une petite démonstration de, en fait, comment justement ces gadgets permettent d'obtenir des informations et derrière donnent l'accès à des systèmes mais qui sont malheureusement aussi vulnérables. Et c'est en fait, voilà, aujourd'hui, on a des chiffres, donc notamment ce sont les chiffres de la SPAC Alliance. Je crois que c'est en 2024, il y a eu les cyberattaques ont été menées, non pas depuis Internet, mais parce qu'il y a eu un accès physique, et je pense que ça représente entre 8 et 12%, si je ne me trompe pas, des cyberattaques ces derniers temps. Donc, qui sommes-nous? En fait, l'Exploit Cyber Expert, c'est Léa Roubaud, Marion Roubaud et moi, Jérémy Nedjar, qui avons fondé cette entreprise de cybersécurité offensive. Moi, mon métier, il a plusieurs noms, d'accord? Je suis pen tester pour penetration testing. En français, on dit testeur d'intrusion. On peut dire aussi auditeur en sécurité informatique, ingénieur en cybersécurité. En fait, mon métier, il a énormément de noms. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je fais du hacking. Je suis un hacker. Je suis un hacker. Aujourd'hui, je précise que c'est éthique. Je vais y revenir juste après. Mais pour le coup, voilà, toute la journée, nous, ce qu'on va faire, ça va être du hacking. On va hacker les entreprises à leur demande sur un périmètre bien défini, sur un temps donné, afin de remonter le maximum de vulnérabilités pour qu'elles puissent être corrigées, afin que justement des cybercriminels ne puissent pas s'emparer de ces vulnérabilités pour compromettre les systèmes des entreprises. Je fais aussi du bug bounty, donc sur différentes plateformes, YesWeHack, Integrity et Yogosha. Le bug bounty, c'est un petit peu comme du pentest ou du test d'intrusion, sauf que ce n'est pas fait de la même manière. On s'inscrit en général sur des plateformes, justement comme YesWeHack, qui est une entreprise française
et leader européen pour le coup. Et en fait, cette plateforme va mettre en relation des très grandes entreprises, des belles entreprises avec des hackers éthiques confirmés, connus, qui ont donné tous leurs renseignements. Et les entreprises vont dire, bon, ben, on vous laisse nous attaquer tout notre périmètre, ou alors une petite partie de notre périmètre. On voudrait que vous recherchiez tel type de vulnérabilité ou tel type de vulnérabilité. Ça, c'est interdit, ça, c'est pas interdit. Et en fait, on va leur remonter des vulnérabilités. Donc, pour le coup, c'est des entreprises comme Louis Vuitton, Doctolib, La Poste, Blablacar, le service des impôts. Voilà, il y a énormément de grosses entreprises françaises. Et là, par contre, on peut y passer tout le temps qu'on souhaite. On peut y passer 1 heure, on peut y passer 1 semaine, on peut y passer 6 mois. On est payé uniquement à la vulnérabilité. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a un classement sur chacune de ces plateformes des hackers éthiques qui ont fait le plus de performance. Et du coup, nous, on a la chance chez l'Exploit Cyber Expert d'être une toute petite boîte, mais de travailler avec des gens qui sont quand même relativement très bien classés très bien placés dans ces classements. Et on en est assez fiers. On fait du CTF aussi. Donc, le CTF, ça va être tout ce qui va être concours de hacking. Les hackers ne s'amusent pas sur des systèmes qui ne sont pas prévus pour ça. Il faut savoir que si jamais on s'introduit dans un système sans y avoir été préalablement invité, c'est 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, on s'entraîne sur des plateformes qui sont dédiées à ça, où il y a des machines qui sont vulnérables. Le but, ça va être de trouver la vulnérabilité. Plus la vulnérabilité est compliquée à avoir, plus on va avoir de points. Et du coup, voilà, encore une fois, on remonte dans les classements. On arrive en général à être très bien classé dans ces classements aussi. On fait partie de différents types de communautés, que ce soit chez Hacking Provence, que ce soit chez OSINT-FR. Donc, ce sont des techniques de hacking plus côté renseignement et collecte d'informations et d'analyse. On a participé aussi plusieurs fois à l'EC2, qui est l'European Cyber Cup, qui est la plus grosse compétition de hacking d'Europe, pour le coup. Et en termes légal, nous sommes membres de SPAC Alliance. SPAC Alliance, qui est une alliance d'une centaine d'entreprises européennes qui défendent, eux, tout ce qui va être protocole de sûreté au niveau de la biométrie, au niveau du contrôle d'accès, au niveau de la sûreté, simplement. On a la chance de faire partie de cette alliance-là parce qu'ils se sont bien rendus compte que, en fait, le lien entre la sécurité physique et la sécurité logique et numérique, elle est indéniable. Je vais y revenir un petit peu plus tard sur ce fameux lien. Et d'ailleurs, c'est l'objet justement de ce webinaire. On fait partie de l'ACN aussi, donc l'Alliance pour la confiance du numérique, qui regroupe énormément de très gros acteurs de la cybersécurité en France, pour le coup. Et ça nous permet de faire des groupes de travail, d'écrire des livres blancs, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur l'OSINT, et sur la cryptographie, et sur les ordinateurs quantiques. Voilà, on a énormément de sujets de travail là-dessus. On est aussi référencé en tant que prestataire chez Urgence Cyber Région Sud, qui est le CCIRT, donc le centre de réponse à incidents de la région Sud, donc, qui est basé à Toulon. Pour le coup, quand les entreprises ont subi une cyberattaque, on est là pour essayer de les aider, que ce soit essayer de désanonymiser les attaquants, essayer de leur dire par là où ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont pu éventuellement compromettre comme données, et essayer surtout de leur venir en aide. Et bien sûr, on est référencé sur les plateformes cybermalveillance.gouv.fr. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, qui on est, et pourquoi, du coup, moi, je vais me régaler à parler de tout ça avec vous. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur, et j'adore le dire, entre les white hats, les black hats, les hackers et les pirates. Aujourd'hui, hacker est un métier légal. Okay, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé, encadré légalement. Il y a un vrai périmètre, il y a une vraie législation autour de ça. Et malheureusement, les pirates, ce sont les chapeaux noirs, d'accord, les cybercriminels. On va dire que les cybercriminels utilisent des techniques de hackers à des fins malveillantes. On ne peut pas trop en vouloir. C'est difficile au niveau de la connotation, c'est-à-dire un hacker, on pense toujours que c'est quelqu'un qui est mauvais ou quelqu'un qui est méchant ou un voleur et en fait pas du tout. Mais ça, c'est à cause des médias, parce que dans les médias, vous allumez la télé, un journal d'information, et on va dire ah oui, alors un groupe de hackers a piraté un hôpital. Alors en fait non, un groupe de cybercriminels a piraté un hôpital et l'hôpital a fait appel à des hackers pour venir les aider. Et ça aussi, c'est un petit peu la différence. C'est vrai que c'est un petit peu mystérieux le mot hacker, dans le sens où on est toujours vu comme des geeks à l'hygiène douteuse. Or, en fait, vous pouvez constater qu'on est plutôt beaux gosses. En tout cas, tous les gens que je connais sont plutôt beaux gosses. Et surtout, le mot hacker, il est sympa parce que
et c'est un mot anglais. Le mot français pour hacker, c'est beaucoup moins sexy, c'est bidouilleur. Donc du coup, pour le coup, c'est vrai que je préfère dire que je suis un hacker que je suis un bidouilleur. Et je suis obligé de préciser que je suis éthique, alors que je devrais pas l'être, je devrais pas le faire, dans le sens où on connaît tous des garagistes. Pour autant, on ne dit pas un garagiste éthique. Et aujourd'hui, il est plus dur de trouver un garagiste honnête que malhonnête. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, voilà, ça fait partie un petit peu de notre problématique. La cybersécurité, ça englobe pas mal de choses. Ça va être tout ce qui va être connecté à Internet, que ce soit bien sûr les ordinateurs, les imprimantes, le réseau, les serveurs, les switches, mais aussi maintenant les caméras connectées, les aspirateurs connectés, les frigos connectés, les machines à café connectées, les thermomètres d'aquarium connectés. On a énormément d'anecdotes là-dessus. Voilà, c'est tout ce qui fait ça. Et en fait, il y a énormément de risques, que ce soit pour les entreprises et les collectivités. Mais c'est simple. Les chiffres de l'ANSSI, c'est en 2024, il y a 60% des entreprises qui ont subi une cyberattaque. Dans le meilleur des cas, il y a interruption d'activité, ça dure entre 2 et 3 semaines. Sauf que selon le volume de chiffre d'affaires que l'entreprise fait, 2-3 semaines d'interruption, c'est énormément d'argent. Quand elles arrivent à se remettre d'une cyberattaque, les entreprises, elles perdent en moyenne 30% de leur chiffre d'affaires. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 30% du chiffre d'affaires en moins, c'est 30% des effectifs en moins que l'entreprise ne peut plus se payer. On perd aussi la notoriété de l'entreprise, la confiance des clients, des partenaires, des fournisseurs, des actionnaires, et les vols, bien sûr, de données stratégiques. On en entend tous les jours aujourd'hui, des vols de données. C'est dramatique, que ce soit la NTS, Pôle emploi, LDLC, il y en a vraiment tous les jours, tout le temps. Et les risques pour les salariés, parce que malheureusement, il y a des risques aussi pour les gens qui travaillent dans ces entreprises-là. C'est, admettons que le cybercriminel considère que vous êtes une personne d'intérêt ou que peut-être va penser à tort ou à raison que vous avez touché un héritage. Il va se dire, ils ont votre mot de passe. À partir du moment où ils ont votre mot de passe, ils vont essayer de se connecter sur votre adresse mail pour essayer de vous faire un maximum de dégâts. Qui aujourd'hui n'a jamais envoyé une pièce d'identité par mail ? Qui aujourd'hui n'a jamais envoyé une fiche de salaire par mail, une fiche d'impôt, que ce soit pour les logements, un bail, enfin, on a énormément d'informations sur ces boîtes mail. D'accord. Donc, il y a aussi la dégradation de l'image. Si demain, pareil, un grand patron d'une boîte du CAC 40 ne fait rien d'illégal, mais il a des passions un petit peu borderline qui peuvent être éventuellement mal vues, le gars, d'un coup, il va démissionner alors qu'il n'a rien fait de mal. Donc, les risques, ils sont aussi pour les salariés. Souvent, en campagne de sensibilisation dans les entreprises, on leur dit, en fait, à partir du moment où j'arrive à obtenir votre mot de passe de votre boîte mail perso, je peux vous bloquer à vie. En général, je fais toujours ça. Je demande qui aujourd'hui a plusieurs adresses mail. En général, beaucoup de monde lève la main. Qui aujourd'hui a un mot de passe qui commence par une majuscule? Et là, je ne peux pas vous voir, mais j'aimerais bien voir qui lève la main. Qui a un mot de passe qui finit par un point d'exclamation ou un chiffre? Bon, on sait que dans énormément de cas, alors bien sûr, ce n'est pas dans tous les cas, mais les mots de passe vont être le nom des enfants, du chien, du chat, de l'équipe de foot préférée, de la voiture de sport préférée, la marque de maquillage préférée, la ville de naissance, la ville de résidence. Et en fait, avec toute l'empreinte numérique que vous allez laisser derrière vous sur les réseaux sociaux, il n'est pas très compliqué pour des cybercriminels de deviner et du coup de s'en servir. Sauf qu'une fois que j'ai deviné votre mot de passe, je sais qui c'est votre opérateur téléphonique. Avec un peu d'ingénierie sociale, il y a plusieurs. Il a été prouvé et démontré qu'on peut obtenir un envoi du numéro de téléphone de la carte SIM, de la carte SIM ailleurs avec un peu d'ingénierie sociale. Allô, oui, excusez-moi, ouais, c'est ma femme qui a fait j'ai perdu mon téléphone, je me suis fait voler mon téléphone. Je suis en plein divorce, j'ai déménagé, j'ai changé de boulot, j'ai plus rien du tout. Renvoyez-moi une carte SIM à tel endroit, sinon je change d'opérateur. Le gars, il va vous renvoyer une carte SIM, il va l'envoyer chez le cybercriminel, et le cybercriminel, à ce moment-là, va faire un écrasement de ligne. Donc, non seulement on a votre adresse mail, mais en plus, on a votre numéro de portable. À partir du moment où il y a ça, tous les doubles facteurs d'authentification, on les bypass. Est-ce que c'est bien vous? Oui. Demain, on sait qui c'est votre banque, on envoie un mail à votre banque, d'accord, en leur disant vous êtes tous des truffes, virez-moi l'argent sur tel compte, sur le compte du cybercriminel. La banque qui est inquiète va vous appeler, sauf que c'est le cybercriminel qui a le téléphone. Oui, vous êtes tous des truffes, virez-moi bien l'argent à tel endroit. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est très sensible, la cybersécurité,
que vous devez certainement assister à des campagnes de sensibilisation, de prévention. Mais non seulement, bien sûr, que c'est pour protéger les données de l'entreprise, pour continuer déjà à vous donner du boulot. Mais derrière, il y a le risque qui est personnel, qui est extrêmement élevé. OK ? Donc là, ce que tu es en train de nous expliquer, Jérémy, hein, parce qu'il faut qu'on avance sur la partie démo, parce qu'il faut qu'on ouais, bien sûr. C'est le principe aussi donc de l'attaque hybride. Hein, c'est-à-dire que mixer en fait du digital, mais également de l'ingénierie sociale. Absolument, ouais. Mixer du numérique avec de l'ingénierie sociale. On va y rentrer. En fait, nous, on fait aussi différents types de missions qui s'appellent la Red Team, où l'entreprise est assez mature pour dire, bon, on est super sécurisé sur notre site, sur notre application, sur nos sites Internet. On a tout qui fonctionne bien. Maintenant, ils veulent challenger un petit peu les process de sécurité de l'entreprise en disant, bon, mais si quelqu'un de malveillant arrive à venir dans mes locaux, qu'est-ce qu'il serait capable de trouver? Est-ce qu'il serait capable de nous pirater? Et en fait, c'est ça une mission de Red Team. Ça va vraiment être de fixer des objectifs envers l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Où est-ce qu'ils sont prêts à aller? Où est-ce qu'on va? Et en fait, il y a énormément de types d'intrusion physique et de techniques d'intrusion physique. Par exemple, là, c'était les photos d'une vraie mission chez un client où j'ai réussi à brute forcer la salle serveur en me faisant passer pour quelqu'un qui travaillait chez Amazon Web Services, alors que pas du tout. Je suis arrivé simplement en disant j'ai rendez-vous avec le RSSI, est-ce qu'il n'est pas là? Bon, mais je passais en nouveau bureau et par contre, il faut que je commence à avancer, j'ai besoin d'aller dans la salle serveur. Les gars me disent moi, je n'ai pas le mot de passe de la salle serveur. C'était un code. Et au final, j'ai dit non, mais la dernière fois, il me l'avait donné, je suis sûr que c'était ça. Et, j'ai réussi à brute forcer après 15 ou 20 tentatives. Je suis rentré dans la salle serveur, j'ai pris les photos. Ensuite, on a dérobé un ordinateur, on a trouvé aussi les clés de la directrice dans le bureau de la directrice. Voilà, ce sont des opérations qui sont extrêmement bien menées. Et pour ça, en fait, on a énormément de techniques d'intrusion différentes. C'est-à-dire, oui, mais dans les grandes entreprises, on me dit souvent, tu ne peux pas rentrer aussi facilement. Eh bien, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a différents niveaux de sécurité, c'est de plus en plus compliqué, mais l'ingénierie sociale, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Je vous donnais quelques exemples d'intrusion physique. On se fait passer en général pour soit quelqu'un de chez Amazon Web Services, soit on peut se faire passer pour le réparateur d'ascenseur, pour un électricien qui vient, parce que la clim a un problème, pour quelqu'un qui vient faire le ménage dans les locaux avec un seau et une pelle ou quoi que ce soit, et on se balade dans les locaux, personne ne nous demande rien. Okay, quand il faut il faut mettre un badge pour entrer dans l'entreprise, c'est très simple. On vient devant l'entreprise, on fume une cigarette avec eux, on discute un jour, 2 jours, et le 3e jour, on va dire écoute, j'ai oublié mon badge, est-ce que tu ne peux pas me faire rentrer? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenir la porte. Il y a la technique aussi simplement de l'intrusion. Il y a un groupe de salariés légitimes qui sont devant le bâtiment. Partant de là, on va simplement se glisser dans le groupe au moment où ils rentrent, comme si on était tous une grande bande de collègues. Et derrière, on se balade dans les bureaux. L'objectif, ça va être d'aller brancher des clés USB, c'est d'avoir accès au réseau, essayer de brancher on va dire des relais qui vont nous permettre de rebondir même à distance. Une fois qu'on a branché le dispositif à l'intérieur, on n'a plus qu'à sortir et on peut attaquer tranquillement depuis la maison, comme si on était physiquement dans les bureaux de l'entreprise. Okay, on a la technique, une que j'aime bien faire aussi, ça va être du tailgating. Le tailgating, ça va être, pas du tailgating, pardon. Le tailgating, c'est quelqu'un qui ouvre la porte et on le suit, simplement. Par contre, il y a une technique, c'est vous arrivez avec un gros carton vide et vous dites, excusez-moi, vous faites semblant d'avoir un tour de cou avec un badge, excusez-moi, vous pouvez m'ouvrir la porte s'il vous plaît? Et les gens sont gentils, en fait, et vont vous laisser rentrer à ce moment-là. Donc ça, ce sont toutes les techniques d'ingénierie sociale qui nous permettent d'arriver dans les locaux de l'entreprise pour justement compromettre le système d'information au site Internet ou obtenir des informations qui vont nous permettre de faire un hacking un peu plus costaud sur les systèmes numériques. On utilise pour ça différents types de gadgets. Vous avez certainement tous entendu parler de ces fameuses clés USB, donc c'est celle qui est en bas à droite. Ces fameuses clés USB, donc qu'on appelle des rubber ducky, elles sont malveillantes. Elles sont simplement malveillantes pour différentes raisons. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas un script, il n'y a pas un virus à l'intérieur. C'est simplement la clé USB va se faire passer pour un clavier, d'accord, comme un clavier que vous aurez branché sur votre ordinateur, et dedans, le script va exécuter des frappes. Et en fait, dans les frappes, c'est là où on va éjecter notre script et on va lui demander de faire n'importe quoi. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure de comment ça se passe quand une clé USB est branchée comme ça. Après, vous avez la même chose, mais avec donc le flipper 0.
qui, lui, va pouvoir, on va dire, communiquer avec différents chips, enfin, avec tout ce qui va être communication sans fil et avec fil aussi. Ça va être le Bluetooth, le NFC, le RFID, l'infrarouge, le sub-gigahertz pour les télécommandes des voitures, des portails, des alarmes. Ça va être le bas d'USB. Donc, c'est-à-dire plutôt que dans cette clé USB, on va mettre un seul script. Dans celui-là, je vais mettre tous les scripts que je veux. Le script, ça peut être d'aller voler des données, comme je vais vous montrer tout à l'heure, ou alors ça peut être de laisser une persistance dans le sens où, ben voilà, mettre ce qu'on appelle un keylogger. Un keylogger, c'est toutes les frappes que vous allez faire sur votre clavier, ben, je vais les recevoir sur mon serveur distant. Okay. Ensuite, vous avez, donc pour les copies de badge, le flipper marche pas mal, mais ce qui est le mieux, c'est le Proxmark, ce que vous voyez un petit peu au milieu. Et ensuite, si on a envie d'avoir les informations, on n'a qu'à se mettre à proximité de l'entreprise et avec justement ces Wi-Fi Pineapple, ce sont on va dire des clés Wi-Fi pirates avec un mode monitor qui vous permet d'usurper le réseau légitime, comment ça s'appelle, de désauthentifier tout le monde et de reconnecter tout le monde là-dessus. On va récupérer ce qu'on appelle des handshakes, donc des bitcoins, des signaux de connexion, et qu'ensuite on va les déchiffrer pour obtenir le réseau. Et à partir du moment où on a le bon mot de passe, d'accord, eh bien en fait, on va juste faire le relais entre le vrai réseau et l'intégralité du trafic pour pouvoir observer et récupérer de l'information, que ce soit des mails confidentiels, que ce soit des images, que ce soit des messages privés, voilà, que ce soit différents types de choses. Mais Jérémy, ces différents dispositifs que tu peux trouver relativement facilement sur le dark web, ou même des fois sur le web tout court, nécessitent quand même un peu de compétences techniques, informatiques pour être utilisés. C'est quand même pas à la portée de tout le monde. Eh ben, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait s'imaginer en fait. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il faut savoir que tous ces outils que vous trouvez là, ils ne s'achètent pas du tout sur le dark web. Hein. Vous allez la plupart du temps sur Amazon, vous les trouvez. Ça va de $50 à $300 selon le type de dispositif que vous voulez acheter. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, il y a une très grosse communauté de passionnés, que ce soit d'électronique ou d'informatique, en open source sur Internet, qui vous permettent de trouver des guides pour savoir exactement comment on s'en sert et ensuite d'adapter l'outil à vraiment ce que vous avez envie de faire. Par exemple, le Flipper Zero, il est bien parce que du coup, ben, moi, en fait, je sais que j'ai plus besoin d'avoir la télécommande de mon portail de chez moi, de chez mes beaux-parents, de chez mes parents, le bip de ma porte, j'ai tout qui est là-dessus. J'ai le bip de certaines de chez mes clients parce que j'y vais régulièrement, ils m'ont autorisé à le copier pour pouvoir badger. Ça sert aussi à titre personnel. À la base, c'est ça. Mais c'est l'utilisation que certaines personnes vont en faire qui vont pouvoir être malveillantes ou non. D'accord. Mais dans tous les cas, l'objectif est de simuler des attaques réelles. D'accord. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ça. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, cette fameuse clé USB, le Rubber Ducky. Alors, je vous montre mon ordinateur. Donc, c'est un PC Windows qui est à jour. Donc, je peux refaire un petit zoom sur l'ordi. Hop, protection contre les menaces en temps réel. Mon Windows est parfaitement à jour. OK. Et en fait, on vous dit souvent en sensibilisation, quand vous partez de votre poste, il faut verrouiller votre poste, d'accord, avec la touche Windows L, simplement. Pourquoi? Parce que si jamais je me balade dans un bureau, je vois qu'il y a un ordinateur qui est déverrouillé, vous allez voir la vitesse à laquelle ça se produit. Regardez, je la branche. À 3, je la branche. 1, 2 et 3. Regardez bien en bas à gauche de l'écran ce qui va se produire. Je ne touche pas le clavier, je ne fais rien du tout. Donc là, j'ai mon script qui se déclenche. OK, super. Et en fait, sur mon serveur distant, alors que je vais ouvrir tout de suite. Où est-ce qu'il est? Webinar. Tac. On va trouver. Hop. APS. Parfait. Super. En fait, sur mon serveur distance, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mon ordinateur, j'ai un fichier avec marqué document et j'ai fait un dossier qui s'appelle private. Et dans mon script, j'ai simplement dit, recording, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, document, private. Et en fait, dans mon dossier document que j'ai demandé à mon script d'aller venir récupérer, ok, j'ai des photos personnelles, d'accord, j'ai des photos de moi en famille, tranquillement à la plage. J'ai donc avec mes enfants, mais aussi j'ai une photo de ma maîtresse et moi. Donc là, ça peut être compromettant. J'ai aussi des documents qui sont top secret, d'accord.
On ne juge pas la qualité de mes documents top secret, s'il vous plaît. Et surtout, il y a un petit fichier qui s'appelle compte et qui va me donner la puce à l'oreille. En fait, il y a dans ce dossier-là tous les sites sur lesquels je suis inscrit avec l'adresse email que j'ai utilisée pour m'inscrire et le mot de passe qui est utilisé. Et là-dedans, il y a marqué important, ne pas supprimer. Et il y a un site qui s'appelle badazone.com avec l'adresse email jeremy.nedjar@vulnerable.fr. L'utilisateur, c'est Santo, et le mot de passe, c'est démo. Donc voilà, tout ce que je vais faire, c'est tout simplement aller me connecter sur ce fameux site badazone.com. Donc là, on est d'accord qu'on comprenne bien, Jérémy. La clé est venue en fait aspirer de façon automatique ces données qui se trouvaient sur l'ordinateur portable. Exactement. Donc, et du coup, je les ai reçus et vous avez vu, c'est parti très très vite. C'est passé en moins d'une seconde. D'habitude, quand je fais cette conférence ou ce discours-là devant des services de l'État, je leur dis, vous avez vu, c'est tellement rapide que ça va même plus vite que le passage d'un ministre au gouvernement. Donc, du coup, pour le coup, c'est extrêmement rapide. C'est pour ça que c'est dangereux, en fait. C'est parce que là, bien sûr, le script que je lui ai demandé, le script que j'ai mis dans la clé USB, il était uniquement pour me voler un dossier. Mais j'aurais pu voler l'intégralité de l'ordinateur et ça aurait continué à s'exécuter en background, même que la clé soit débranchée, pour le coup. Et c'est ça qui est dangereux, on va dire. Parce que derrière, je peux me laisser une backdoor, donc une porte dérobée pour venir me reconnecter plus tard. Je peux me faire des screenshots toutes les 10-15 minutes qui vont m'être envoyés pour voir ce que la personne fait sur son poste, pour voir s'il y a des secrets. En général, maintenant, aujourd'hui, on a tous les SMS sur les navigateurs, ou les WhatsApp sur les navigateurs, ou les Teams. On a vraiment énormément de méthodes de communication, ce qui fait que si jamais je décide de dire à l'ordinateur, tu vas me prendre un screenshot toutes les 15 secondes et tu vas me les envoyer sur tel serveur, je surveille en fait les informations qui transitent sur le poste que j'ai infecté. Mais en plus, ces informations, elles remontent via Internet? Absolument, oui, mais sur différents protocoles. Ça ne va pas être forcément sur le protocole 80 donc, ou 443 HTTP ou HTTPS, mais dans tous les cas, ça va être exfiltré. Il y a des techniques. Alors, il faut savoir que c'est pour ça qu'il faut être absolument à jour sur votre Microsoft, parce que Defender, on peut en dire ce qu'on veut, mais il est quand même super efficace. Après, vous avez bien sûr les EDR, les XDR, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est très important. Il reste néanmoins possible d'obfusquer ces scripts, d'accord, pour pas qu'ils soient lus et détectés par différents filtres selon la dangerosité de ce qu'on a envie de faire. On va aller les chiffrer, les déchiffrer, remettre des parties de code, les réassembler pour au final arriver à notre fin sans avoir déclenché aucun antivirus. OK ? Donc là, en fait, avec des informations justement que j'ai trouvées sur Compte, on tombe sur un site qui s'appelle Badazone, d'accord. Badazone, on s'aperçoit que c'est un site de e-commerce. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un autre site de e-commerce, mais voilà, au-dessus, on peut acheter un petit peu de l'high-tech, on peut acheter pas mal de choses. Donc, le but, ça va être de se connecter avec les identifiants qu'on a trouvés sur l'ordinateur de la personne qu'on a infectée. Donc, du coup, le nom d'utilisateur, c'est Santo. Alors, Santo, c'est mon nom de hacker, OK. On voit ici que je suis bien connecté en tant que Santo. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est connecté. Donc, on voit qu'on a toujours accès à la page et on a accès à la page de login. On a des ordinateurs, on a pas mal de choses. Et quand je vais voir mon profil, on a déjà pas mal d'informations. C'est Nedjar, Jérémy, La Défense Arena, Paris. Paris, j'avais fait cette démonstration à l'IT Partners, pour ceux qui connaissent, l'an dernier. Et donc, du coup, voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand on est un hacker, on va essayer, évidemment, de regarder tout ce qui transite et toutes les informations qu'on pourrait avoir. Je tiens à préciser pour cette démonstration que toutes les vulnérabilités que je vais vous montrer sont des vulnérabilités qui sont réelles, mais elles ont été volontairement simplifiées et extrêmement simplifiées pour que vous puissiez comprendre un maximum. Mais toutes les vulnérabilités que je vais vous montrer là sont reproductibles en situation réelle avec beaucoup plus de sophistication et d'obfuscation, mais fonctionnent exactement de la même manière. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais simplement regarder un petit peu les cookies, OK, et je vois que j'ai un paramètre qui s'appelle Authenticated, voilà, avec une valeur. Et en fait, dans cette valeur,
je vois que j'ai un hash. Et en fait, un hash, c'est simplement un message qui va être chiffré ou encodé. Là, par habitude, on reconnaît le technique, ce n'est pas du chiffrement, c'est de l'encodage qui est encodé en base 64. Okay, donc, simplement, on va aller essayer de décoder un petit peu ce que c'est, ce que veut dire ce fameux hash, cette fameuse ligne de caractère d'encodage en base 64. Et là, du coup, on peut s'apercevoir que ma fameuse ligne en haut, en dessous, ça veut dire username Santo, donc pour mon nom d'utilisateur, et ID 2. Et là, nous, ce qu'on se dit, c'est, mais si jamais, et connecté de true, ça veut dire que je suis bien connecté. Mais si jamais je change l'ID, d'accord, ce type de vulnérabilité s'appelle une IDOR, Insecure Direct Object Reference. Ce type d'ID, d'accord, si je le change, est-ce que je vais tomber sur quelqu'un d'autre ou est-ce que je vais pouvoir voir autre chose? Est-ce que je vais avoir plus de droits éventuellement? Et c'est ça qu'on va chercher. Donc, du coup, je recopie le format de l'ID que le serveur attend encodé en base 64 et je vais simplement modifier 2 par 3, 4, 5, peu importe. Et après, ce sont des techniques d'attaque qu'on peut éventuellement automatiser pour avoir un maximum d'informations. Donc là, j'ai mis ID 5, d'accord, ici. Ça m'a re-encodé le message. Et ce message-là, je vais simplement le réinjecter dans les cookies. Ici, hop. Et donc là, hop, tac. On va le réinjecter ici à l'endroit où, justement, on l'avait trouvé. Donc là, je suis bien connecté sur Jeremy Nedjar. J'ai collé mon hash. Et quand je vais faire un rafraîchissement de la page, on voit que je ne suis plus connecté en tant que Jeremy Nedjar, mais en tant que Johnson John. Et j'habite à Dallas. D'accord? Ce qu'on appelle une IDOR. Vulnérabilité qui est extrêmement critique, car on peut avoir des informations qu'on n'est pas censé obtenir. Okay, et qui fonctionne régulièrement à différents types de niveaux. C'est-à-dire que là, bien sûr, c'est pour un utilisateur à login, mais ça peut être aussi sur un type de facture, un type de devis, un type de produit. Voilà, c'est tout ça, on va essayer de couvrir un maximum de choses. Pour le coup, on se dit aussi dans les cookies, en fait, alors encore une fois, on va essayer de rajouter une valeur pour essayer de voir si on peut essayer d'élever nos privilèges. D'accord? Là, on a fait ce qu'on appelle un déplacement latéral, c'est-à-dire que je suis passé d'un utilisateur à un autre. Mais l'objectif, c'est d'élever nos privilèges. Et là, en fait, le but, on va se dire, bon, mais si j'envoie une valeur qui s'appelle admin et que je dis que cette valeur est vraie, admin égale true, donc là, j'ai envoyé la valeur. Juste ici, hop. Pardon pour mes cercles qui ne sont pas du tout... OK. Qu'est-ce qui risque de se passer? Et en fait, quand on fait un rafraîchissement, on se rend compte de pas mal de choses. On se rend compte qu'on a une note secrète, d'accord, qui est ici, juste en dessous de notre profil. Et en fait, on voit que les devs se laissent des petits, malheureusement, des petites notes ou des petits mots. Mais parfois aussi, ça va être tout l'environnement de la base de données. Donc là, on a le DB host, donc l'adresse IP de l'hôte, le port sur lequel il communique, le nom de la base de données qui s'appelle Reka et le username qui s'appelle Sli. Okay, pour Reka Sli, ceux qui ont la ref, c'est un petit truc de geek. Et surtout le mot de passe de la base de données qui s'appelle Safe. On trouve aussi pas mal de clés secrètes. Ok, ça, c'est quelque chose qui est. Hop, on va revenir un petit peu en arrière parce que voilà. Et ça, pour le coup, c'est des choses qu'on pense. Et on a des petits messages aussi. Et où est-ce qu'il est? Oui. Le petit message secret, c'est penser à debug ma future application Sheout. Alors, Sheout, je pense qu'il y en a tous qui connaissent l'application Shein. Ben là, pour le coup, c'est Sheout. On a voulu jouer là-dessus. On n'a pas énormément d'imagination dans le hacking, c'est pour ça. Mais en fait, on s'est aperçu aussi qu'en mettant la valeur admin égale true, alors encore une fois, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça en temps réel, mais c'est une vulnérabilité qui fonctionne à peu près de la même manière. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en haut à droite, on avait un admin panel. Et quand on clique sur cet admin panel, c'est simple. On a déjà à peu près, on a tous les utilisateurs qui sont inscrits. Et en plus, on a leur adresse mail qu'on n'avait pas tout à l'heure. On avait juste nom, prénom et adresse. Là, on a l'adresse mail. Et on se rend compte qu'on peut effectuer des actions comme supprimer certains utilisateurs. Donc là, on met OK et on voit bien que tout à l'heure, on avait 37 utilisateurs. Maintenant, on en a plus de 36. Et en fait, donc là, ça reste une vulnérabilité, enfin, ça reste de plus en plus critique, hein, on est d'accord?
Mais c'est des choses que nous, en tant que... Et d'ailleurs, on voit bien parce que là, on était sur la page, si vous regardez bien en haut, admin.php. Et si on enlève la valeur qui était en bas de admin égale true, on enlève la valeur admin égale true. Et quand on rafraîchit la page, on n'a bien plus accès à cette page parce qu'il n'y avait pas cette fameuse valeur. OK ? Donc, on retourne à l'accueil et là, on va tenter une technique qu'on aime beaucoup faire, en tout cas chez l'exploit, ça va être de bypasser les méthodes de paiement. Pour le coup, ça touche énormément de clients, aussi matures en cybersécurité soit-il, et ça touche vraiment tous les secteurs. Ça peut toucher le secteur du dev, ça peut toucher les secteurs de l'hébergement, ça peut toucher les secteurs de l'e-commerce, ça peut toucher vraiment tous les secteurs. C'est une technique, encore une fois, qui a été simplifiée. Mais il nous est arrivé de faire des paniers. Alors, je sais qu'il y a Alain et Lilian qui sont avec moi dans cette réunion. Ils ont pu être témoins et on a pu le faire ensemble, d'avoir des paniers à 100 000 euros en mission concrète et le payer que 1 euro sur PayPal, validé. Et la commande est bien validée. Donc, bien sûr, c'est un peu plus d'étapes, un peu plus encore une fois, de sophistication, mais le process reste exactement le même. Donc là, en fait, je me suis acheté 24 ordinateurs, 17 en Sense, parce qu'on aime bien faire la fête. On s'est acheté des Sony Alpha 2 et 6 imprimantes. Voilà. Et on a un panier de 172 067 euros et 55 centimes. Donc, on passe la commande. Un numéro de commande nous est attribué, donc parce que la commande est juste prête à partir en attente de paiement. OK, donc on a bien le numéro avec tous nos produits. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement intercepter la requête avec un petit outil qui est gratuit. Donc, c'est un proxy qui permet d'intercepter les requêtes pour pouvoir les manipuler et regarder un petit peu ce que le serveur va nous répondre. C'est un outil qui s'appelle Burpsuite, qui est gratuit, qui est juste une usine à gaz. Donc, voilà, quand on observe un petit peu ce qui se passe ici, on voit que la requête est partie. Donc, on va pour faire le paiement. Donc, on voit que la requête qui part de notre côté, on a un cookie de session, on a notre cookie d'authentifié, et on a aussi en bas tout ce qui va être le montant total de notre panier, d'accord, à 172 000 ici. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, on repart un petit peu, et bien on se dit, pourquoi pas essayer de modifier ce montant et de le remplacer par, je ne sais pas, peut-être 1 euro. Hop, attendez, hop, on va refaire. Et on va le remplacer par 1 euro. Parce que dans tous les cas, si on met 0 euros, il n'y a pas de système de paiement. Et nous, il faut qu'on fasse un paiement. Donc, on est obligé de processer ce système-là. Hop, 1 euro. Et là, à ce moment-là, on a la page PayPal qui s'ouvre à 1 euro. On paye. Et on a bien le numéro de commande qui a été réalisé avec succès. Total de la commande, 1 euro. Et en général, bien sûr, si vous avez des paniers à 200 000 euros, vous les payez 1 euro, ils vont le voir dans la compta. Mais si votre panier moyen, il est de 200-300 euros et que vous décidez de le payer une quinzaine d'euros, ça va choquer personne. Okay, c'est quelque chose qui peut passer éventuellement à travers. C'est des choses qu'on voit très, très régulièrement. Ensuite, on va tenter aussi, en tant que hacker, différents types d'injections, que ce soit des XSS ou des SQL. Et on va tenter de l'SQL parce que c'est le langage des bases de données, simplement. Et nous, l'objectif final, ce n'est pas uniquement d'avoir le site et de payer pas cher, c'est de compromettre l'intégralité du serveur, de récupérer un maximum de bases de données. Et ça va être ça vraiment l'objectif. Donc là, en fait, on va essayer de déclencher une erreur. D'accord ? Alors, bien sûr, elle n'est pas aussi facile qu'une simple quote, d'une astérisque, enfin, pas d'une apostrophe, pardon. C'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais le principe reste le même. Le but, c'est de trouver cette erreur-là. On a déjà tous vu des pages où, justement, on a cette fameuse MySQL error, check la syntaxe, MariaDB serveur, on a pas mal d'erreurs comme ça. On sait que l'injection SQL, partant de là, est possible. D'accord ? Du coup, on va encore une fois utiliser des petits outils qui sont gratuits parce qu'un hacker, il ne faut pas s'imaginer qu'il va payer quoi que ce soit ou qu'il va travailler très, très dur. Non, non, il va prendre ce qui est gratuit, ce qui est rapide et ce qui est efficace. D'accord ? Le hacker est… Là, ce que tu viens de dire, Jérémy, c'est important. C'est-à-dire que le hacker va toujours se concentrer et aller au plus facile. Absolument, avec des outils qui existent déjà.
le plus rapide, le plus efficace. Le hacker est radin et feignant, et je sais de quoi je parle, pour le coup. Et surtout, donc, quand ça on veut fait dire des qu'il faut tests se d'intrusion, concentrer aussi sur les cibles les plus faciles. Et ça, c'est un élément important parce que, notamment, on a beaucoup de PME là, qui nous écoutent. On a toujours tendance à se dire, les PME, nous, on va peut-être être plutôt patient au travers des mailles du filet puisqu'on est moins intéressant. Mais au contraire, les PME en général sont moins bien équipées, n'ont pas de véritable équipe informatique, donc sont moins attentifs sur ces sujets-là. Et c'est la absolument. cible idéale pour les hackers. C'est la cible idéale pour les hackers, surtout quand ils vont utiliser des outils de scan de masse. Il suffit qu'il y ait une vulnérabilité qui ait été oubliée. Et en fait, la porte est ouverte. Et le but, ça va être justement pour le cybercriminel ou le pirate d'élever ses privilèges et de voler un maximum de choses. Parce que le cybercriminel, il ne fait pas ça juste pour dire j'ai pu le faire. Bien sûr qu'il y en a, ça s'appelle pour la fame. Mais ce qu'il va le faire principalement, c'est pour l'argent. Pourquoi? Parce que vos données, elles valent des sous, elles valent de l'argent pour celui qui est prêt à mettre le prix, surtout dans le milieu du dark web et de la criminalité, pour le coup. Donc là, du coup, on va utiliser, on a observé notre vulnérabilité, donc l'injection SQL. On va simplement lui dire, notre petit outil gratuit qui s'appelle SQL Map, on va lui dire la target, donc le site cible, pour que c'est des outils automatisés, le type de méthode que l'on veut, on va revenir. Le type de méthode que l'on veut faire, est-ce qu'on veut faire du get, du post, et la data qu'on a envie d'y injecter. Donc, ça va être utilisateur test, mot de passe test. C'est vraiment uniquement pour tester. Et en fait, partant de là, ce qui va se passer, c'est qu'on envoie la petite commande dump à la fin. Et dans le dump, on voit que on a réussi à récupérer, quand on regarde les lignes de la fin, on a récupéré tous les produits. Donc, tous les produits qui sont dans la base de données. Et on se dit, est-ce que ça a récupéré peut-être autre chose? Et quand on remonte au tout début, on s'aperçoit qu'on a encore plus d'informations que tout à l'heure, que l'admin de tout à l'heure, parce que là, on a les numéros de téléphone, on a la ville, l'adresse mail, la défense, le mot de passe, on a même donc les mots de passe de tous les utilisateurs qui sont connectés. OK? Et donc ça, c'est assez dangereux. Une fois qu'on a récupéré cette base de données, en général, c'est ce type de base de données-là qui est vendu sur le dark web. Mais derrière nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de se connecter au serveur. D'accord? Étant donné que le site Internet est vulnérable aux injections SQL, notre petit logiciel magique SQL Map, encore une fois, peut nous permettre de nous connecter à ce serveur-là et de communiquer en fait par le langage SQL sur le serveur. Donc là, on voyait bien qu'il y avait toutes ces choses-là. Et donc, on envoie la commande. On refait la même commande, pardon. Sauf qu'au lieu de mettre dump, on va mettre OS shell, qui est simplement un tunnel entre nous et le serveur. Et là, on voit que ça a fonctionné parce qu'on est bien dans l'OS shell, on n'a pas eu d'erreur. Et quand on lui demande qui sommes-nous, il nous dit que nous sommes l'utilisateur www.data, qui est un utilisateur standard qui fait le lien entre la page web qui donne sur l'extérieur et le serveur. OK? Donc là, le but, ça va être maintenant, encore une fois, d'élever nos privilèges. Donc, on va faire des techniques avec Netcat pour pouvoir intercepter d'autres connexions pour que nous, quand on se balade dans le serveur, ce soit beaucoup plus pratique pour nous. On va, ce qu'on appelle, faire un upgrade de shell, donc vraiment pour que ce soit plus confortable au niveau des tables, des copier-coller, des retours en arrière, tout ça. On va la rendre la plus confortable possible pour travailler avec cette petite commande-là. C'est du Python, parce qu'on sait que Python est installé sur la chose. Donc voilà, partant de là, quand on lui demande qui sommes-nous, il va nous dire que nous sommes bien www.data, ici, et que nous sommes dans le dossier var www.html badazone. Et quand on essaie de remonter un directory, donc un dossier en arrière, on se rend compte que on a finalement deux dossiers, le dossier badazone et le dossier Sheout. Sheout, qui est la future application qu'on est en train de développer, selon l'administrateur de tout à l'heure. OK, donc là, le but, ça va être de continuer à chercher. Et des fois, en fait, une simple élévation de privilèges, c'est aussi facile que, en fait, certains développeurs, administrateurs ne pensent pas que la sécurité du serveur qui va héberger ces données-là est primordiale. Donc, ils se sentent intouchables parce que leur back-end est soi-disant intouchable. En revanche, beaucoup trop de fois, quand nous faisons cette commande-là,
sudo su, pardon, su root. SU, c'est pour switch user. Root, c'est pour super utilisateur. D'accord? Vous avez 3 types d'utilisateurs. Vous avez l'utilisateur lambda, vous avez l'administrateur et au-dessus, le super utilisateur. Sur les Linux et les Mac, c'est root. Et sur Windows, c'est NT Authority System. Au-dessus, on ne peut pas aller plus haut. L'ordinateur, le serveur, peu importe, ce qu'on a en face de nous nous appartient. On peut le copier, on peut rajouter des utilisateurs, en supprimer, mettre des backdoors, le vendre, le désactiver. Il nous appartient en totalité. OK? Donc là, il nous dit bien qu'on a réussi notre élévation de privilèges sur super utilisateur. Et donc là, on va essayer d'aller. Tout à l'heure, je n'avais pas le droit d'accès d'aller dans le dossier Sheout, mais comme maintenant je suis propriétaire de ce serveur, j'ai le droit d'y aller. Et quand j'y vais, je liste un petit peu ce qu'il y a dans ce dossier Sheout et je vois que j'ai 3 dossiers, compta, email admin, médical et perso. Donc évidemment, ce sont des dossiers assez personnels. Si votre entreprise aujourd'hui se fait pirater et qu'on a accès à tout le serveur ou à toutes vos machines, à tous vos ordinateurs en mode super admin, on risque, il y a 99% de chances qu'on trouve des dossiers contenant des informations personnelles ou des informations sensibles. OK? Donc, Jérémy, il est déjà 12h16. Ouais, on a bientôt fini. J'en ai plus que pour les 5 minutes maximum. Sur cette partie-là, pour qu'on puisse aussi tirer des conclusions aussi de ce que tu nous montres. Évidemment. Donc là, on voit que dans le dossier médical, j'ai une radio maxillofaciale, une tomographie faciale, une radio du côlon.jpg. Alors, moi qui n'ai jamais vu de radio du côlon, je me dis, en fait, c'est intéressant parce que ça se trouve, la personne est malade et ça peut être un biais pour le faire chanter ou ça peut être un biais pour envoyer des fausses informations. Voilà. Donc, on va essayer de récupérer ces données qui sont sensibles. Donc, on va télécharger vers notre ordinateur cette fameuse image. Et là, en fait, on s'aperçoit que c'est une radio du côlon où la personne a certainement oublié son key pass et est embêté pour rentrer chez lui ou n'a pas les clés de sa boîte aux lettres. Alors, bien sûr, c'est une image qui fait sourire. Là où je voulais en revenir, c'est que de temps en temps, quand on aperçoit ou on trouve, qu'un cybercriminel trouve une photo d'une clé sur un bureau, vous savez, des selfies qui se font dans les after-work, vous avez laissé vos clés de voiture, vos clés avec vos clés, qui a le bureau, la maison, il y a tout dessus. En fait, exactement sur cette image, je vais pouvoir déterminer le code de cette clé. D'accord? En général, c'est des chiffres qui vont de 0 à 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 selon la profondeur des pistons. OK? Et en fait, on va pouvoir reproduire cette clé-là. Et si jamais c'est le patron, je me dis c'est peut-être la clé de son coffre. Pourquoi pas la réimprimer en 3D? Parce que ça prend aujourd'hui même pas une demi-heure d'imprimer une clé comme ça. Et c'est extrêmement précis pour pouvoir aller en physique et rentrer un petit peu de partout. Donc, même si jamais vous avez vos clés, ne laissez pas traîner vos badges parce qu'on peut les copier extrêmement facilement. Ne laissez pas traîner vos clés parce qu'on peut les faire avec une clé USB ou alors même sur place avec un petit peu de matériel. Nous, aujourd'hui, on a énormément d'outils de crochetage qui sont dans nos sacs à dos. On les a sur nous en permanence. Mais on peut aussi se fabriquer d'autres clés avec une pince qui va permettre de respecter le code de la clé à ce moment-là, de le faire directement sur place. Je peux arriver à copier une clé en moins de 5-6 minutes. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça a été pour vous, de ne pas avoir été trop long, d'avoir été le plus précis possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis en tout cas, merci Bertrand de m'avoir introduit de cette manière. Et j'étais ravi de faire ça avec Provexio, dans tous les cas. En fait, ce que tu nous as montré là, c'est que finalement, à partir d'une faille de sécurité sur un poste de travail, tu as pu récupérer des identifiants mots de passe pour aller sur un site web exposé. Absolument. Et derrière, à travers des failles de sécurité sur notamment la base de données, tu as pu récupérer des identifiants pour passer en administrateur et avoir une vue globale en fait sur tous les comptes identifiés sur ce site-là. Moi, ce que je comprends à travers ce que tu viens de nous dire, c'est que, il faut que les postes soient bien. Alors, on va avoir une grille un petit peu après des différentes contre-attaques qu'il faut mettre en œuvre. Si on a des serveurs, on a quand même assez souvent maintenant des serveurs dans les entreprises qui sont exposés à l'extérieur. Ça peut être des sites web, des sites d'e-commerce, ou tout simplement accéder à vos applications métiers.
un serveur de comptabilité, de RP, Bien sûr. auquel vous accédez par exemple en RDS, si vos serveurs ne sont pas bien patchés, si vos droits ne sont pas bien identifiés, avec des mots de passe qui ne sont pas corrects, etc., eh bien, tout ça, ce sont autant de failles de sécurité très faciles pour les hackers, les mauvais hackers, pour les pirates, pour rentrer sur votre site. Alors, ensuite, on va pouvoir vous montrer un petit peu, si on avait voulu contrer les différentes actions que tu nous as montrées, on a fait une petite carte sur la manière de contrer avec des dispositifs dont on parle régulièrement. Donc, tout ce qui est cookie injection SQL, ce que tu nous as montré. Ouais. Donc ça, c'est la protection des sites et des postes de travail, donc avec notamment toute la partie firewall qui va être extrêmement importante, et toute la partie EDR. Donc les EDR, c'est entre guillemets ces antivirus évolués qui permettent en fait de bloquer, de scruter et de bloquer les agissements sur les postes de travail ou les serveurs. Tout ce qui concerne l'usurpation d'identité, et là, bien sûr, on en parle depuis si longtemps, la politique de gestion des mots de passe, le gestionnaire de mots de passe pour avoir des mots de passe évolués avec une véritable politique des mots de passe qui changent régulièrement. C'est-à-dire que quand bien même, à un moment donné, vous avez pu vous faire voler un mot de passe, à un moment où ils sont changés régulièrement, on évite en fait de laisser traîner comme ça des failles sur de longs mois. Tu nous as bien montré aussi la puissance de l'attaque hybride. Donc finalement, quelque part, c'est aussi bien je dirais, quelqu'un qui veut utiliser des techniques classiques Bien pour sûr. s'introduire. Moi, j'étais étonné de tout ce que tu as montré pour t'introduire physiquement sur les sites. Et donc de façon hybride. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien analyser ce qu'on appelle la surface d'attaque. C'est quoi potentiellement les failles de l'entreprise? Et ça peut être des failles numériques, mais ça peut être aussi des failles tout simplement humaine. Et en fait, là, pour le coup, la sensibilisation, c'est le primordial. C'est de dire, voilà, on n'est pas, malheureusement, on aimerait, bien sûr, les gens sont foncièrement gentils, mais on va dire que la sensibilisation, c'est ce qu'il y a de plus percutant, de mettre à l'épreuve ces équipes aussi, de dire, bon, on va faire venir une équipe de Red Team, on va voir tout ce qu'ils ont pu faire. Et derrière, on montre à la direction ce qu'on a été capable de faire, ce qu'on pourrait mettre en place pour l'améliorer. Et derrière, on va leur faire la sensibilisation en disant, vous savez, on est rentré, vous vous rappelez de moi? Non, je ne suis pas quelqu'un qui fait le ménage, je ne suis pas quelqu'un qui va réparer la clim ni l'ascenseur. Mon métier, c'était de venir vous dérober. D'accord? Et ça a été de vous pirater. Et en fait, ça, c'est très, très impactant. Et au niveau de la sensibilisation, c'est énormissime. On le sait tous, la première vulnérabilité, elle est humaine. Alors, ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est toutes les équipes, tout ce qui est gestion en fait, des entrées-sorties dans les entreprises. Alors, bien sûr, des collaborateurs, mais également de toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise. C'est très important. C'est les équipes de nettoyage, c'est des techniciens qui interviennent sur les copieurs, c'est voilà, toutes ces personnes qui peuvent très facilement rentrer. Il faut identifier, il faut analyser ces gens-là pour effectivement éviter ce que tu viens d'évoquer. Le spear phishing, tu nous en dis en 2 mots, c'est un terme qu'on retrouve régulièrement, le spear phishing. Oui, bien sûr. En fait, alors la différence entre le phishing et le spear phishing, c'est le phishing classique. On a tous reçu ce mail du riche saoudien qui ne sait que faire de sa fortune et qui nous a gentiment désignés pour être l'héritier de ces milliards et des milliards d'euros. Donc, il nous demande gentiment notre RIB et pour envoyer ça, pour recevoir ces milliards d'euros, nous demande 300 € en mandat cash. Bon. Ça, c'est du phishing classique, très, très grande échelle. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas sûr que ça fonctionne encore aussi bien que ça a pu marcher il y a une quinzaine d'années. Mais le spear phishing, c'est quelque chose de beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que moi, je sais de sources sûres que Bertrand est un grand fan de pêche et qu'il est abonné à pêchemagazine.fr. Okay, donc, je vais acheter le nom de domaine pêchemagazine.com et lui dire à Bertrand, si j'ai envie d'avoir des informations sensibles sur lui, écoute Bertrand, merci d'être un de nos lecteurs favoris. On sait que voilà, tu as fait ça et vous avez été 3 à gagner votre moulinet, le dernier moulinet, dernière canne à pêche. Inscris-toi, rentre pour récupérer ton cadeau, tu nous envoies ton adresse et tout ça.
et on t'enverra le moulinet, ta canne à la maison. Ok, ben, Bertrand, s'il n'est pas assez vigilant, il se rend compte que ce n'est pas pêchemagazine.fr, mais que c'est le nom de domaine pêchemagazine.com, qui n'a rien à voir avec celui qui est légitime, il se fait avoir. Pourquoi? Parce qu'il va mettre ses vrais identifiants. Et donc, du coup, il va mettre son vrai mot de passe. Et en fait, c'est là où ça devient dangereux. Et en plus, si le cybercriminel pousse le vice aussi loin que d'aller dire, vas-y, bien sûr, on t'envoie le truc, donne-moi ton adresse perso. Mais là, c'est dramatique. Donc effectivement, donc on voit bien que les informations personnelles que l'on va pouvoir récupérer, notamment sur les réseaux sociaux, ont une incidence également dans la vie professionnelle. Donc vigilance à toutes ces informations que vous allez pouvoir diffuser sur vos réseaux personnels. Bien sûr. C'est difficile aujourd'hui. Et puis enfin, je voudrais terminer sur un sujet qui correspond à une nouvelle offre qu'on lance qui s'appelle la GRC. La GRC, en fait, c'est tout ce qui touche à la gestion de la gouvernance des risques et de la conformité. Et je vous invite vraiment à étudier ces sujets-là. C'est-à-dire que, notamment, c'est ce qui va nous amener à étudier votre surface d'attaque, à évaluer en fait quels sont les risques dans l'entreprise pour derrière apporter les bonnes réponses pour contrer. Mais la plupart du temps, on voit que finalement, on est face à des contre-attaques assez classiques, des sujets qui sont préconisés par l'ANSSI depuis de très nombreuses années. Donc la protection du poste avec un EDR, un firewall qui soit à jour, du patch management pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité sur vos serveurs, la gestion des mots de passe. Voilà, des choses que l'on explique depuis pas mal de temps. Alors, Jérémy, on a une question là de Charles que tu peux lire peut-être directement. Une question sur un détail. Est-ce que badazone.pwnd sécurise ses transmissions en SSL? Alors pour le coup, oui, mais à partir du moment où on utilise un proxy, il va rediriger le trafic sur du 80-80, donc où il va enlever le protocole HTTPS. Pour le coup, ce qui me permet de voir tout en clair, en fait. C'est le principe du proxy. Mais sinon, alors quand j'ai tenté d'utiliser un proxy afin de réaliser une matrice de flux des applications avec Subbase, il me semblait que ça ne fonctionnait pas au regard du chiffrement SSL. Tout dépend le port que vous allez utiliser, en fait, à ce moment-là. Mais Badazone.pound, c'est une machine vulnérable qu'on a créée uniquement pour les démonstrations, on va dire, avec le florilège de ce qu'on peut trouver de plus, on va dire, spectaculaire en situation réelle, pour le coup. On avait aussi une question de Jordan, un petit peu plus haut, je ne sais pas si tu la vois. Alors, question de Jordan. Ah, bonjour. Où va chercher le script? Est-ce que les scans des dossiers personnels, documents, téléchargement, où va-t-il dans la base de mots de passe des navigateurs? Alors, Jordan, je ne sais pas si vous parliez du script que j'ai mis sur ma rubber de key, donc sur ma clé malveillante, ou le script que j'ai utilisé simplement pour lister une fois que j'étais dans mon serveur. Maintenant, en fait, le script, en tout cas, que j'ai utilisé pour vous montrer que ça récupère bien les données, que ça me les envoie sur mon serveur, pour le coup, lui, je lui ai juste demandé de récupérer, en fait, PowerShell me bloquait énormément, enfin, Defender me bloquait énormément, d'accord, mes scripts PowerShell parce qu'il voyait que c'était malveillant. On a dû faire une obfuscation, c'est-à-dire héberger le script total en plusieurs parties sur un autre serveur et simplement de dire à PowerShell, tu vas télécharger telle partie de ce truc-là et ça va m'exfiltrer ces données-là sans se faire gauler par PowerShell, enfin par Defender, pardon. Donc, mais par contre, on peut faire la même chose. Je peux aller récupérer toutes les données des navigateurs. Vous le dites très bien, il ne faut jamais enregistrer les mots de passe sur les navigateurs parce qu'ils sont enregistrés en clair. Et c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui enregistre, parce qu'on a beaucoup de comptes de partout, qui enregistrent les mots de passe sur les navigateurs. Mais c'est le premier truc que les cybercriminels viennent voler. Et vous avez raison, Jordan, là-dessus. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'il faut utiliser des gestionnaires de mots de passe et surtout avoir de l'unicité dans les mots de passe. De jamais mettre le même de partout. On a une question de Pierre-Yves également. Le script se lance même si on n'est pas admin du poste, absolument. Une question de Pierre-Yves également. Est-ce qu'il vaut mieux avoir ces données sur un cloud chez un grand faiseur type Microsoft ou Google ou sur un serveur physique bien sécurisé chez soi? Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Le problème qu'il y a, c'est que si on parle de souveraineté, malheureusement, Microsoft, Google, ça reste des Américains. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent en termes en tout cas à mon sens. Là, je parle vraiment, ça n'engage que moi. D'équivalent français de ces solutions-là, ça doit certainement exister, mais je n'ai pas forcément connaissance. Et après, encore une fois, je ne fais pas du stockage, c'est pas du tout mon métier. Ça, c'est le métier de Provexio pour le coup. C'est eux qui sont plus à même de répondre là-dessus. Mais c'est vrai qu'un serveur bien sécurisé, avec les portes bien fermées, avec les protocoles qu'il faut en physique, c'est très cool. Par contre, s'il y a un incendie,
Je ne sais pas. Je pense que les deux sont complémentaires. Oui, les deux peuvent être complémentaires, oui, tout à fait. Une question également de Nicolas qui revient sur un terme que j'ai utilisé, la gestion de GRC. Donc la GRC, c'est l'acronyme donc, de gouvernance, risque et conformité. Et donc en fait, c'est une démarche, une démarche qui va permettre d'identifier à travers un audit qui est réalisé chez vous, d'identifier effectivement quels sont vos risques, quelle est votre organisation, quelle est votre surface d'attaque, quels sont les points risqués de votre activité. Et l'objectif est de mettre en place ce qu'on appelle une politique de gestion de la sécurité. Et derrière cette politique, eh bien, effectivement, ça va engager des actions diverses et variées. Donc, ça sera notamment du process, de l'organisation, la mise en place d'une charte informatique, par exemple, bien sûr, mise en place de process, peut-être aussi d'aller sur le terrain du plan de reprise d'activité, du plan de continuité d'activité, pour compléter en fait l'action défensive, parce que bien sûr, il faut d'abord se défendre, il faut former, accompagner les utilisateurs, mais il faut aussi savoir comment réagir face à une situation de crise. Donc, bien identifier quelles sont les situations les plus difficiles pour votre organisation et derrière mettre en place les actions nécessaires et comment réagir. Donc, nous, on est régulièrement sollicités pour des attaques qui se passent chez les prospects et chez les clients, bien sûr. Et souvent, dans la situation de panique face à laquelle on est confronté, on a du mal à prendre forcément les bonnes décisions. Donc, de façon assez simple, cette approche GRC va permettre aussi d'établir l'approche, quelles sont les actions à prendre au fil de l'eau quand on est attaqué par une cyberattaque. Donc, on pourra en discuter, Nicolas, et j'espère avoir... je vois que visiblement, de ton côté, tu vas déjà avancer sur ce sujet-là, donc c'est très bien. Mais en tout cas, cette pratique de la GRC, c'est des pratiques qui viennent plutôt des grands comptes et des ETI et que l'on propose maintenant de façon plus simple également pour les PME. Voilà, il est 12h32. Je crois qu'on a eu pas mal de questions. J'espère avoir répondu globalement à vos attentes. Donc, sachez que nous proposons, nous, dans le cadre de Provexio, un outil qui s'appelle l'outil de la maturité cyber, qui permet en fait d'identifier où est-ce que vous en êtes, sans jugement, sur votre niveau de prise en compte de tout ce qu'on vient de voir avec Jérémy. Donc, ça s'appelle la maturité cyber. Et donc, il y a 4 niveaux de position entre naissant, consolidé, avancé, exemplaire. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation. Je vous invite à y répondre pour qu'on puisse s'améliorer sur les prochaines sessions. Et par ailleurs, vous avez la possibilité de nous demander, c'est gratuit, de faire une analyse de cette maturité cyber avec un de nos experts qui vous donne derrière un plan d'action, en fait, un plan d'action qui vous permettra d'avancer dans vos choix. Alors, une dernière petite question d'Alexis qui nous parle des solutions type YubiKey pour remplacer les mots de passe. Oui, c'est très intéressant, effectivement, Alexis. C'est un bon complément et c'est un niveau de sécurité complémentaire. Donc, c'est des clés d'identification, d'authentification qui vont plus loin qu'un simple identifiant mot de passe. Donc, on les propose d'ailleurs chez Provexio. Il y en a différents types de YubiKey, mais effectivement, c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est super sécurisé. Après, encore une fois, il y a les avantages et les inconvénients de partout. Mais pour le coup, oui, plus vous allez complexifier votre méthode d'authentification, et si vous arrivez à aller avec et l'inculquer et l'adapter dans vos process de connexion, dans tous les cas, ce sera de plus en plus sécurisé, c'est certain. Ça peut être intéressant. À ma connaissance, je sais qu'on peut bypass des one-time passwords. Je sais qu'on peut, le MFA, on peut éventuellement, avec énormément de ressources ou de détermination, on peut le faire. Mais une clé physique, pour le coup, je n'ai pas eu connaissance que c'était faisable. Les YubiKey sont très efficaces. Vous pouvez déjà, par exemple, commencer à identifier les utilisateurs les plus sensibles, par exemple, dans une entreprise, et déjà leur faire utiliser des YubiKey si vous n'êtes pas encore prêt à le faire pour tous les utilisateurs. Mais tout ce qui est utilisateur premium, ça peut être la direction, ça peut être la finance, etc. Ça peut être très intéressant, effectivement, de les doter de ce type de clés sans trop tarder. Effectivement, c'est une bonne...
Très bonne remarque, ouais. Très bonne remarque, ouais. Voilà. Et ben, j'ai l'impression que c'est fini. Et oui, c'est fini. Eh bien, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Ouais, carrément. Merci énormément. Ouais. Merci, merci Jérémy pour ta présence. Merci Bertrand pour l'invitation et puis avec grand plaisir. Ouais. Parfait. Merci beaucoup à tous et bon appétit. Passez une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.